Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais revenir en arrière par rapport à l'exposé précédent de Daniel, à la période d'Edmond Becquerel, c'est-à-dire du début du XIXe siècle. Et ce que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est le rôle de la physique appliquée, ce qu'on appelait à l'époque la physique appliquée. C'est une partie de l'innovation technologique aujourd'hui. La physique appliquée aux arts. Et ce terme d'art, au XIXe siècle, évidemment, ça concerne en fait la technique. Il ne s'agit pas des arts en termes artistiques, mais du monde de la technique. Donc moi, je suis actuellement retraité. Je travaille au centre Alexandre Coiré, qui est un centre, une unité mixte du CNRS, Muséum d'histoire naturelle et École des hautes études en sciences sociales, au centre de recherche en histoire des sciences et des techniques et au centre Alexandre Coiré. Et je m'occupe d'un site internet, enfin je me suis occupé d'un site internet, on est en train de finir, qui s'appelle Ampère CNRS, qui est donc accessible sur internet. Hop, ça va trop vite. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Daniel Linco. On s'est connus dans une opération, une centrale solaire citoyenne sur la banlieue sud de Paris, et dans laquelle nous sommes tous les deux investis, et qui m'a demandé de venir vous parler donc de celui qui est devenu, j'insiste sur le terme devenu, le père fondateur de l'effet voltaïque et du contexte de cette découverte. Et vous voyez ici, c'est lors du colloque international qui s'est tenu en 2020. Il devait se tenir, enfin ça devait être un anniversaire de la découverte de Becquerel 1839, à peu près, à un an près. Donc une plaque a été posée au muséum. Il y a déjà une plaque pour Henri Becquerel, puisque chacun sait que Henri Becquerel était beaucoup plus connu que son père Edmond Becquerel pour la découverte de la radioactivité. Et en 2020, donc une plaque a été posée au muséum en l'honneur de Becquerel. Alors, pourquoi dire que Becquerel est devenu le père de l'effet photovoltaïque ? Il faut bien dire que jusqu'aux années 2000, Becquerel est quasiment absent des histoires de la physique. Je prends à titre de révélateur, il ne s'agit pas de dire que Wikipédia est une référence, une source, évidemment non, mais c'est quand même un révélateur de ce qui se passe dans le domaine des connaissances qui sont largement diffusées. Et en 2006, Edmond Becquerel, notre héros du jour, avait droit à 2 lignes. Il était le fils d'Antoine César et il était le père d'Henri. Voilà, c'est tout. Et il avait collaboré aux ouvrages de son père. Et il y a une seule rue en France à son nom. La plupart des rues ont été décernées au temps de la Troisième République, qui mettait en avant les savants. Il y a une rue Marié-Davy, Hippolyte Marié-Davy, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ce physicien français du XIXe siècle. Il a droit à une rue. Edmond Becquerel n'a pas de rue à Paris. Et Edmond Becquerel a donc, je reviendrai là-dessus, a été professeur au Conservatoire des Arts et Métiers. Et quand il a quitté son poste, enfin à son décès en 1891, son successeur, qui était Jules Viol, qui avait travaillé sur un des appareils, enfin qui connaissait en tout cas les appareils de Becquerel dont on va parler, il fait une notice biographique, comme c'est l'usage dans la transmission d'un professeur à son successeur, une notice de 18 pages, et il ne mentionne même pas l'appareil qui est à l'origine de l'effet photoélectrique. Et quand j'ai écrit une notice biographique, on m'a demandé pour le dictionnaire des professeurs du CNAM, parce que le conservatoire impérial, royal, national est devenu national, donc les professeurs du conservatoire ont eu droit chacun à une notice. J'ai cherché, et j'ai quasiment rien trouvé sur Becquerel comme l'inventeur du photo. Enfin, il y avait cette expérience qui laissait un doute, et à cette époque, ça n'était pas clair du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je ne suis pas sur le bon truc. Si vous prenez la notice de Wikipédia de 2019, toujours en tant que révélateur, simplement, il a droit non seulement à une notice, mais à une longue page avec plusieurs rubriques, biographie, famille, publication, sources, etc. Et la première ligne de cette biographie, ce qui n'est d'ailleurs pas une biographie, il découvre en 1839 l'effet photovoltaïque qui correspond à l'apparition d'une tension aux bornes d'un matériau semi-conducteur exposé à la lumière. Et si vous cherchez sur Internet, vous avez des milliers de références aujourd'hui à Edmond Becquerel comme étant le découvreur de l'effet photovoltaïque. Donc une biographie assez complète sur Wikipédia. Il est né en 1820. Il a été reçu à l'École normale supérieure et à l'École polytechnique, mais il en démissionne à 18 ans. Bon. Et que devient-il ? Il devient aide-naturaliste, aide-préparateur au Muséum d'histoire naturelle. Ça paraît un petit peu étonnant, mais en fait, son père était professeur
au Muséum d'histoire naturelle. Il détenait la chaire de physique appliquée aux sciences naturelles qu'il venait de faire créer justement au muséum. Et il embauche son fils. C'était une pratique d'ailleurs assez courante à l'époque. Et son père était un savant tout à fait reconnu, donc. Et Edmond Becquerel a été également un savant reconnu. Je ne veux pas dire par là qu'il n'a pas, comme on va voir par la suite, il a fait énormément de travaux très intéressants. Il a été donc professeur au conservatoire, professeur au muséum, il a été membre de l'Académie des sciences, président de l'Académie des sciences et président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et d'autres sociétés scientifiques. Bref, il a été une figure importante de la communauté scientifique parisienne au milieu du XIXe siècle. Mais comment comprendre cette évolution entre la notice Wikipédia, enfin de manière générale le champ historique à la fin des années à la fin du XXe siècle, et ce qui se passe maintenant dans les années 2020. Alors, pour cela, il faut se poser quelques questions sur comment se fait l'attribution d'une découverte scientifique. Quelle est la définition de ce qui est découvert? Est-ce que c'est attribuable à un seul homme, une seule personne? Et enfin, comment cette découverte a-t-elle été reconnue, diffusée et intégrée dans le corpus de la science? Alors aujourd'hui, la définition de l'effet photovoltaïque, on l'a vu dans la notice de Wikipédia, c'est la création d'un courant ou d'une tension électrique dans un semi-conducteur, sous l'action de la lumière. Alors, qu'a fait Becquerel? Voilà. Il a mis au point un appareil. Je passe sur sa démarche pour arriver jusqu'à cet appareil, puisque c'est cet appareil qui est considéré comme le fondement de l'expérience fondamentale. Donc cet appareil qu'il a baptisé un actinomètre, alors actino, ça vient du grec, ça veut dire rayon, donc pour mesurer les rayons, électrochimique avec un processus électrochimique, 1839. Et Becquerel le présente ainsi, c'est un exemple du dégagement de l'électricité dans les décompositions chimiques. En gros, que se passe-t-il? Daniel Linco l'a rappelé brièvement, il y a deux plaques métalliques qui sont recouvertes d'un halogénure d'argent, souvent un chlorure d'argent, qui sont reliés à un galvanomètre de Nobili, qui est représenté à droite, qui permet de détecter des courants très faibles. C'est avec ça que Galvani a mis en évidence les courants. Non, c'est pas Galvani, c'est Matteucci, pardon. A mis en évidence l'existence des courants dans les cuisses de grenouilles, c'est-à-dire dans les corps vivants. Il existe de l'électricité sans aucune pile, et il faut des galvanomètres extrêmement sensibles, et c'était ce type de galvanomètres qui ont été utilisés dans ces mêmes années 1830. Donc deux plaques de platine recouvertes de chlorure d'argent, une cuve remplie d'eau acidulée, et on peut éclairer une des deux plaques, l'autre restant dans l'obscurité. Quand on éclaire la plaque, quand une des deux plaques est éclairée, on peut détecter un courant très faible avec le galvanomètre. Voilà l'expérience fondamentale. Alors, que se passe-t-il dans cette expérience? On a de la lumière qui provoque une réaction chimique sur la plaque, à savoir que le chlorure d'argent va noircir. Ça, c'était quelque chose qui était bien connu, comme l'a rappelé Daniel Linco depuis la Renaissance. Donc la lumière provoque une réaction chimique. D'ailleurs, on savait que la lumière provoquait des réactions chimiques, ce n'est pas la seule. Et ensuite, une réaction chimique, le noircissement du chlorure d'argent, qui se transforme en d'autres composés, crée une tension électrique. Alors ça, pour nous, ce n'est pas forcément évident, mais pour les physiciens du début du 19e, c'était absolument évident. C'est-à-dire que toute réaction chimique crée de l'électricité, même l'électricité statique. Lavoisier et Laplace ont fait une expérience à la fin du 18e où, en faisant une réaction chimique, ils détectaient une création d'électricité. Et plus généralement, au 19e, les physiciens et les chimistes étaient convaincus que tous les phénomènes physiques et tous les phénomènes chimiques, plus ou moins, j'exagère un peu, produisaient de l'électricité. En faible quantité, mais nous, on n'est plus habitués, en tout cas, avec l'électrocinétique, on n'est plus habitué à mesurer des charges faibles, mais c'était le cas à cette époque, et donc c'était aussi pas très original qu'une réaction chimique produise de l'électricité, puisque la plupart des réactions chimiques produisent de l'électricité. Ce qui est plus original, et ce qu'on peut interpréter aujourd'hui comme étant la découverte de l'effet photovoltaïque, c'est que la lumière produit une tension électrique. Donc voilà. Après, évidemment, ça dépend comment on définit le processus de la découverte. Et il a bien effectivement observé une manifestation de l'effet photovoltaïque. Alors, si on veut pousser le bouchon un petit peu plus loin, on pourrait dire, est-ce que la science électrique remonte aux Grecs parce qu'ils ont observé que l'ambre frottée attire les corps légers?
Bon, j'exagère évidemment, mais c'est pour faire comprendre l'idée que définir une découverte scientifique, c'est un processus assez complexe. Et c'est difficile toujours de l'attribuer à un seul homme, à un seul moment et avec un seul objet. Alors, comment a-t-il interprété son expérience, donc la succession de ces deux phénomènes? En fait, il avait déjà travaillé avec son père sur quasiment le même appareil. Son père, Antoine César, dont j'ai parlé, qui avait un excellent laboratoire au Muséum d'histoire naturelle, avait réalisé, je crois que c'était à la fin des années 1820, ce qu'on appelle aujourd'hui la pile Daniel. En fait, c'est une pile impolarisable, une pile à courant constant. Il en avait démontré le principe, il l'avait réalisé, et il se trouve que quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, c'est le physicien anglais John Daniel qui a réussi à la mettre en œuvre de manière pratique, et c'est ce que disait encore Daniel Linco. Il ne suffit pas d'avoir un dispositif qui marche au laboratoire, il faut encore pouvoir le construire de manière relativement économique, fiable, etc. Et John Daniel a fait ce travail, et depuis, ça s'appelle la pile Daniel. Mais en fait, c'est Antoine César Becquerel qui avait montré l'existence de cette pile à courant constant. Et pour partie, elle ressemble à ce type de dispositif, d'appareil. Il y avait aussi des cuves, il étudiait les électrodes, il étudiait les réactions chimiques qui se produisaient sur les électrodes, dans les piles à courant constant. Donc en fait, Edmond Becquerel, qui travaillait avec son père, étroitement avec son père, ils étaient dans le même laboratoire, le laboratoire du muséum était juste à côté de leur maison, donc ils pouvaient y aller aussi bien le week-end, le soir, enfin tous les deux passaient leur vie au laboratoire quasiment, et donc il faut dire qu'Antoine César a beaucoup contribué aussi à la formation et aux recherches d'Edmond Becquerel. Alors je disais tout à l'heure que ce n'était pas étonnant que l'électricité, les réactions chimiques produisent de l'électricité, mais il n'y a pas que les réactions chimiques. Par exemple, Edmond Becquerel lui-même a montré qu'une plaque métallique qui tourne dans un liquide produit une tension électrique. Donc on pourrait dire, ça pourrait faire une source de courant électrique. Bon, ça n'a jamais rien donné, évidemment. Enfin, jusqu'à présent, c'est toujours pareil, c'est jusqu'à présent. Et son père, Antoine César, lui, il a montré que la simple pression de la plupart des corps produit aussi de l'électricité, une tension. Et ça n'est pas la piézoélectricité, c'est un autre effet qui, à l'époque, était très connu, l'électricité de pression, qui a aussi disparu des ouvrages de physique aujourd'hui. On pourrait dire, il suffisait de presser cette table, on va produire de l'électricité. C'est pareil, ça n'a rien donné. Et je voudrais presque suggérer que la découverte de Becquerel, à la limite, s'inscrivait dans ce fil d'expériences multiples où on voyait des productions d'électricité avec un très grand nombre de phénomènes, mais toujours des quantités, il faut insister là-dessus, très faibles d'électricité. En tension ou en courant, c'était toujours des productions extrêmement faibles. Donc extrêmement difficiles à utiliser pour produire un courant, pour faire une pile, enfin pour faire un générateur de courant. Alors ça, c'était son interprétation, donc ce qui est en dessous. Quel était son objectif ? Daniel Linco l'a également rappelé, ça s'inscrit dans l'histoire du daguerréotype, c'est-à-dire de l'histoire de la photographie. Et son objectif, sous l'impulsion d'Arago, qui avait autour de lui un cercle de jeunes savants, scientifiques, il y avait aussi Jean-Baptiste Biot, par exemple, qui est un peu plus âgé que Becquerel, ils ont travaillé tous les trois ensemble, d'ailleurs, sur comment améliorer le daguerréotype, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le daguerréotype, ça supposait une pause de 20 minutes. Alors c'est pareil, c'était quand même pas très pratique, donc c'était un défi pour les physiciens et les chimistes de trouver des composés à déposer sur la plaque métallique qui permettent d'avoir des pauses de photographie beaucoup plus courtes. Et ce qu'ils voulaient, c'était étudier l'action des différents rayons lumineux du spectre et d'étudier leur intensité. Donc actinomètre, mesurer l'intensité des rayons. C'était ça son objectif. Et il l'a trouvé, puisque effectivement, il a fait un travail remarquable avec cet actinomètre. Il a pris un prisme, et puis il a fait arriver sur la plaque métallique éclairée tous les rayons du spectre solaire les uns après les autres. Et il a retrouvé les 300 raies du spectre solaire dans le visible et un peu dans l'ultraviolet, qui avaient été déterminés par le physicien allemand Fraunhofer. Et donc il a montré, et ça je trouve ça très intéressant du point de vue scientifique, la continuité des rayonnements. À l'époque, on divisait les rayonnements entre
ce qu'on appelle aujourd'hui l'infrarouge, on les appelait les rayons calorifiques, parce qu'ils produisent de la chaleur. Après, il y a les rayons lumineux, ça c'est classique. Et après, les rayons UV, ultraviolets, on les appelait les rayons chimiques en général, parce que justement, ils produisent l'action chimique. Et lui, il a montré avec son actinomètre et un prisme que si on fait balayer le spectre solaire sur la plaque métallique, eh bien, on retrouve les 300 traits, aussi bien depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet, qui avaient été déterminés par manière purement optique, c'est-à-dire à l'œil, par Fraunhofer. Et donc ça crée l'unification du spectre solaire, et c'était un point extrêmement intéressant du point de vue théorique. Enfin, théorique. Oui, théorique. Mais cependant, on peut dire que cet actinomètre a été assez peu utilisé, un petit peu en photographie et un petit peu en physique pour déterminer les très hautes températures. Quand on a un corps qui rougit puis qui devient blanc, donc il passe du rouge au blanc, et en analysant la lumière qui est fournie par ce corps, on peut en déduire la température. Donc c'était un peu utilisé, mais c'était quand même un appareil extrêmement délicat à manipuler, donc de fait, il a été assez peu utilisé. Non, pardon. Donc ça, c'était son objectif. Maintenant, est-ce que, toujours les questions sur la découverte, est-ce que c'est attribuable à un seul homme? J'ai déjà suggéré que son père a joué un rôle important. Edmond a aussi travaillé avec Ampère. Ampère qui, à l'époque, c'était un peu avant, mais bon, ils ont travaillé ensemble. Enfin, c'est surtout Antoine César qui a travaillé avec Ampère, il faut dire. Edmond a travaillé avec Jean-Baptiste Biot, mais vous voyez, à 18 ans, il se trouve propulsé à travailler en laboratoire avec les membres de l'Académie des sciences. Donc déjà, ça donnait quand même une formation extrêmement... qui remplaçait, on peut le penser, celle qu'il aurait reçue à l'école normale ou à l'école polytechnique. Il était plongé directement dans le milieu de la recherche. C'était encore faisable à l'époque, ce serait évidemment plus difficile aujourd'hui. Et donc son père avait des instruments remarquables, essentiellement, c'était un physicien, mais ce n'était pas du tout un physicien théoricien, contrairement à Ampère, et il fabriquait lui-même des instruments d'une très grande sensibilité. Contrairement à Ampère, on sait qu'Ampère a été professeur au Collège de France ici même, sa table d'expérience se trouve encore, je crois, dans le bureau de la chaire de physique. Et ce sont des instruments extrêmement grossiers, des spirales, des circuits comme ça, mais c'est des choses très simples. Et il ne faisait pas de mesures quantitatives. C'était un théoricien, l'analyse mathématique. En revanche, Antoine César Becquerel ne faisait aucune théorie, très peu de mathématiques, pas d'équations, mais des instruments d'une précision qui, encore aujourd'hui, nous laisse assez pantois. Et ce n'était pas le seul dans cette communauté des physiciens français de la première moitié du XIXe siècle. Et sur quel domaine travaille Antoine César? Justement sur l'électricité, en particulier l'électrochimie. J'ai déjà parlé de la pile à courant constant, mais il a également travaillé avec la balance de Coulomb, qui est un instrument extrêmement délicat à manipuler, justement. Des jeunes physiciens du XXe siècle ont essayé de refaire les expériences de Coulomb. Ils ont eu beaucoup de mal, parce que les expériences électrostatiques, c'est toujours très délicat, il y a toujours des charges parasites. Et lui, il a réussi justement à montrer ce qui s'appelait l'électricité, à étudier l'électricité de pression en fonction de la pression, quelle est la quantité d'électricité qui est produite. Quand on presse du bois, des fruits, n'importe quel corps, on obtient de l'électricité. Il a fait ça avec la balance de Coulomb, ce qui permettait de mesurer des quantités d'électricité très très faibles. Une balance électromagnétique également, enfin, toute une série d'instruments, un galvanomètre différentiel, je ne vais pas tous les citer. Donc, Edmond et son père, Antoine César, ont travaillé ensemble dans le même laboratoire jusqu'à la mort du père, en 1878. Et à ce moment-là, Edmond reprend la chaire de son père, physique appliquée aux sciences naturelles, au muséum. Bon, il a quand même 58 ans quand il reprend cette chaire. Mais en fait, ils ont travaillé ensemble. Edmond suppléait au cours de son père, il l'aidait dans les expériences. C'est vraiment une relation étroite entre les deux. Ils ont écrit ensemble le grand traité d'électricité et du magnétisme qui faisait référence à l'époque et qui regroupait leurs deux cours, celui de Becquerel, Edmond, au conservatoire, et celui du père, Antoine César, au muséum. Alors comment ensuite, le troisième point, comment cette découverte a-t-elle été reconnue, diffusée et intégrée dans le corpus de la science?
En fait, comme l'a dit Daniel Linco, ce phénomène est resté dans l'ombre pendant un siècle. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du sélénium, etc., puisque cela vient d'être fait. Ce que je voudrais juste souligner, c'est que c'est au cours des années 1980, on l'a déjà vu d'ailleurs dans une des diapos de Daniel, celle où il y a les conférences internationales, c'est là que les choses changent, dans les années 80-90. Le photovoltaïque devient un enjeu industriel, pour le spatial d'abord, donc c'est quand même une communauté assez restreinte, mais ça commence à devenir un enjeu industriel de manière beaucoup plus large. Et la Commission européenne choisit l'année 1989, qui est le 150e anniversaire du mémoire de Becquerel, pour créer le Becquerel Prize. Et voilà ce qu'il en est dit sur le site de ce prix. At the same time, public interest and political support have increased tremendously. Donc, public interest and political support. Hence, it became appropriate to set up a prestigious prize to mark further achievements and progress in this field. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une communauté scientifique qui prend de l'importance dans les années 90 et qui va marquer un tournant, un véritable tournant dans l'évaluation du travail de Becquerel. Alors, vous avez vu comment on peut discuter la découverte de Becquerel. Maintenant, on va essayer de sauver le soldat Becquerel, comme le fondateur du PV. D'abord par la physique. Daniel Linco, dans sa leçon inaugurale, a bien montré que ce qu'a observé Becquerel, c'est bien une manifestation de l'effet photovoltaïque. Ah, on ne voit pas très bien la fin, c'est pas grave. Et si on prend toujours Wikipédia comme révélateur, dans la notice effet photoélectrique, donc l'effet photovoltaïque est considéré comme un cas particulier de l'effet photoélectrique, l'effet photoélectrique en général, et l'effet photovoltaïque c'est dans les liquides, enfin ou dans les liquides, non, pas seulement, je dis une bêtise. En fait, je ne sais pas exactement quelle est la différence, enfin c'est quand même une sous-partie. Donc voilà ce qu'on lit. En 1839, Antoine Becquerel et son fils Alexandre Edmond présentent pour la première fois un effet photoélectrique. Donc ils deviennent maintenant même, on peut discuter l'attribution en deux, de l'effet photoélectrique en lui-même. Mais on peut le sauver aussi par l'histoire. J'ai trouvé, avec la recherche par mots, maintenant c'est très facile, dans le traité d'électricité qui est commun, qui a été rédigé par les deux, Antoine César et Edmond, cette phrase: cet appareil, nommé actinomètre électrochimique, est par rapport aux rayons, alors il y avait une grande périphrase, ultraviolet, ce qu'est la pile thermoélectrique relativement aux rayons calorifiques. Donc là, alors il écrit ça plus tardivement, en 1855, c'est pas quand il a 18 ans. Mais avec ses 20 ans de recul, il présente cet appareil comme pouvant être comparé à une pile. Donc là, on a vraiment l'idée qu'on a la création d'un courant, on a un phénomène physique qui permet de créer un courant ou une tension électrique. Donc ça, c'est bien la notion de l'effet photovoltaïque. Donc si on cherche dans les sources, après, avec cette question-là, on retrouve quand même cette idée-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pile thermoélectrique? Peut-être que tout le monde ne sait pas. Une pile thermoélectrique, c'est une pile qui fonctionne sur un effet trouvé par un physicien allemand qui s'appelle Seebeck, au début du XXe, dans les années 1820, à savoir que si on a deux métaux différents qui sont reliés par des conducteurs, si l'un est par exemple à 0 degré et l'autre à 100 degrés, il va y avoir un courant électrique dans le circuit. Donc c'est la création d'un courant électrique par la différence de température dans deux métaux différents. Et là, vous voyez toute une série de couples thermoélectriques, je crois que c'était bismuth et antimoine ou quelque chose comme ça, et une rampe à gaz pour chauffer les jonctions et donc produire un courant électrique. Alors, il y a eu toute une série de piles thermoélectriques, mais quand on regarde l'histoire de la pile thermoélectrique, on voit que Becquerel a joué un rôle très important dans justement la construction et le choix des matériaux. On voit que c'est de la physique des solides, le choix des matériaux. Daniel a montré le tableau périodique, c'est exactement ça. C'est vraiment et c'était des phénomènes qui étaient complètement inexplicables à l'époque, puisque ça relève de la physique des solides ou de la physique des surfaces. Et voilà comment Louis Figuier, qui est un très grand vulgarisateur des sciences au XIXe siècle, écrit dans Les Merveilles de la science l'idée d'allumer un calorifère pour produire un courant électrique est de nature à exciter le zèle des inventeurs. Il y a effectivement toute une série d'inventeurs. Et peut-être trouvera-t-on un jour dans ce genre d'appareil la solution du problème de la production de l'électricité à bon marché. Et ce rêve de l'électricité à bon marché a traversé tout le XIXe siècle. On en voit dans les traces dans Jules Verne, enfin dans une grande partie de la littérature de l'époque.
Alors maintenant, je voudrais dire quelques mots sur le contexte dans lequel a travaillé Edmond Becquerel. Alors le premier contexte, c'est l'engouement pour le daguerréotype. Daniel Linco a montré c'est la communication de François Arago donc, à la Chambre des députés en janvier 1839, au cours de laquelle le gouvernement français donc, a donné une récompense à Daguerre et a donné libéralement au monde entier cette découverte de la photographie. Bon, en fait, dans le texte, on voit aussi que de toute façon, cette découverte aurait été facilement copiée, donc le brevet n'avait finalement pas un enjeu considérable, mais de fait, ça donnait une stature à cette découverte très importante. Et Arago pensait que cette découverte pourrait être très utile en astronomie, faire des photos du ciel en astronomie. C'était ça que lui visait en tant qu'ayant travaillé dans le domaine de l'astronomie. Alors là, vous voyez des daguerréotypes un peu partout. La file des gens qui viennent se faire tirer le portrait pour les étrennes de 1840, ça a été effectivement une véritable folie. C'était la première fois qu'on pouvait reproduire de manière, entre guillemets, presque populaire. Ce n'était pas tout à fait populaire, mais c'est l'idée qui est derrière cette gravure, cette caricature, la réalité des choses, à la différence de la peinture, évidemment, qui était jusqu'alors le seul procédé pour reproduire la réalité. Mais comme je l'ai dit, le problème, c'est que ça demandait une pause de 20 minutes, et Arago a demandé à Foucault, à Fizeau, à Becquerel, à Daguerre et avec Biot, ils ont tous travaillé pour essayer d'améliorer ce procédé dont on pressentait qu'il avait évidemment un avenir très important du point de vue social, dans la société. Et ça a été aussi une formation très riche pour Becquerel de travailler avec, vous imaginez, à 19 ans, avec tous ces savants qui commençaient, enfin Foucault et Fizeau étaient encore jeunes, mais Arago, Biot étaient vraiment des savants confirmés. Alors, je ne vais pas revenir sur la découverte elle-même et les débuts de la photo, mais Edmond Becquerel est loin d'avoir travaillé uniquement là-dessus. Ce que je vous ai dit, l'actinomètre, c'est une toute petite partie de son activité scientifique. Je l'ai mentionné ici, je l'ai rappelé, mais comme Daniel l'a dit, la première photographie en couleur du spectre solaire, ça c'était aussi une étape majeure. Et surtout, il a consacré une grande partie de son temps à l'étude de la lumière. Alors, toujours du point de vue expérimental, il a fait un gros traité en 2 volumes sur la lumière. Je crois qu'il n'y a pas une seule formule. Ça paraît fou aujourd'hui, parce que quand même, Fresnel, c'était 1815, et ça, c'est son livre sur la lumière, c'est les années 60, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas une seule formule, c'est des expériences, des appareils, des expériences, des appareils. C'est vraiment la physique expérimentale et les applications de la physique aux techniques. C'est ça qui les motive, tous ces physiciens. Pour partie, Foucault et Fizeau font partie de la même génération, de la même tendance intellectuelle, du même style de physique. Et en particulier, alors là, les verres verts, c'est aussi pour l'aspect social de la physique à l'époque, ça a été une véritable folie de se procurer ces verres à l'uranium qui restaient lumineux dans la semi-obscurité. Ça se voit encore dans les collections. Et pour étudier la phosphorescence, Becquerel a mis au point cet appareil, le phosphoroscope. Il y en a un exemplaire très beau au musée de l'École Polytechnique. Et il arrivait à mesurer avec ça des durées de phosphorescence de l'ordre du 10 millième de seconde. Et c'est ainsi qu'il a montré que la fluorescence, en fait, c'était de la phosphorescence de courte durée, voire de très courte durée. Et que la plupart des corps pouvaient être phosphorescents sur des très courtes durées. Donc il y a une étude complète de la phosphorescence, toutes les matières. Enfin, il a passé une... C'est presque du criblage. Enfin, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la physique des Ampères, des Fourier, des Fresnel. C'est vraiment un autre monde, c'est un monde de la physique. Moi, ça me fait penser justement au criblage sur les éléments du tableau de Mendeleïev. On retrouve ce même type de recherche sur la matière. Enfin, c'est la physique du solide, avant la physique du solide, on pourrait dire. Bon, il a étudié encore plein de choses, la conductibilité des liquides et des gaz, la thermoélectricité, j'en ai parlé pour la pile thermoélectrique, le déplacement de la plaque métallique qui crée du courant, ça j'en ai parlé aussi, la mesure des hautes températures. Comme il était professeur au muséum, il devait aussi s'occuper des applications de l'électricité aux sciences naturelles. Et ils ont travaillé tous les deux, lui et son père, sur la température du sol
dans les forêts, dans la campagne, en profondeur. Ils ont travaillé aussi sur les forêts. Il y a même un mémoire qui s'intitule « Mémoire sur la forêt et... enfin, c'est le climat, en gros. Ce n'est pas exactement ce terme-là, mais c'est le climat. Et dans lequel il critique de manière assez violente la déforestation en défendant, avec des chiffres, c'est un mémoire de 150 pages, très, très riche, comment la déforestation perturbe les sources, l'eau, l'écoulement des eaux, etc. Et même les grêles, il a fait des études pour montrer que quand il y a une forêt, il n'y a pas d'orage de grêle, que la grêle tombe autour. Enfin, des études qui sont vraiment reliées à l'agriculture et à la physique terrestre aussi. Il a travaillé sur le magnétisme, mais là, dans sa controverse avec Faraday, c'est Faraday qui avait raison, donc je ne vais pas en parler. Mais il avait un très grand souci de la mesure, et en revanche, c'est un des premiers à avoir utilisé un étalon pour la mesure des tensions électriques. Avec le galvanomètre de Nobili qu'on a vu tout à l'heure, on a une aiguille qui bouge, mais évidemment, on n'a pas d'unité. Donc, il n'y a pas de comparaison possible entre une expérience faite à Paris et une expérience faite à Berlin ou à Londres, ce qui ne se produit qu'à la fin du XIXe siècle avec le Congrès international des électriciens, oui, où on a mis en place le système d'unité. Mais ça a été un très long cheminement entre ces années 1830 et les années 1880 pour établir des étalons de mesure et comment se mettre d'accord sur des instruments qui mettent hors jeu l'expérimentateur, parce que Becquerel fait son expérience, là il mesure 3, là il mesure 4, là il mesure 5. Ce sont des mesures uniquement relatives. On ne peut pas en déduire quelque chose sur des mesures faites par un autre physicien avec un autre instrument. Donc il a mis au point un étalon pour les tensions électriques. Et d'ailleurs Ampère est venu lui demander, j'étais plutôt Antoine César, justement de mesurer la tension de contact entre deux plaques de métaux différents, puisque pour la théorie de la pile, il y avait une controverse. Est-ce que dans la pile de Volta, est-ce que zinc-cuivre, est-ce que le courant vient simplement du contact entre deux métaux différents? Ça, c'était la thèse de Volta, qui était fausse. Ou bien est-ce que ça vient de ce qui se passe dans l'électrolyte entre les deux plaques métalliques, ce qui était la théorie reconnue aujourd'hui. Et donc Ampère a demandé à Antoine César de mesurer cette tension qui est très faible, la tension de contact, qui existe quand même, mais qui est très très faible. Et ils avaient réussi à la mesurer, par exemple. Donc, bref, des domaines très variés, mais qui touchent tous aux relations entre l'électricité, la chimie et la lumière. C'est vraiment leur domaine d'excellence. C'est une physique qui n'est pas guidée par des questions théoriques. C'est une démarche exploratoire et la recherche de quantification des phénomènes. Leur livre... Vous prenez les mémoires d'Ampère de Fresnel, vous avez des équations différentielles, des intégrales à toutes les pages. Vous prenez les traités de Becquerel, vous avez du texte, des gravures d'instruments, du texte, des gravures d'instruments, du texte, des gravures d'instruments. D'autres types de gravures qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. Alors, quel est le contexte plus précisément? Donc celui de la physique appliquée. Ça, c'est le traité commun, donc électricité et magnétisme, et leurs applications aux sciences physiques, aux arts et à l'industrie. Et comme je viens de le dire, très peu de formules mathématiques et de nombreux tableaux de valeurs numériques expérimentales. Par exemple, vous trouvez des gravures du télégraphe Morse, pour lequel Edmond Becquerel a travaillé, d'un moteur électromagnétique et de l'usine pour le traitement électrochimique des minerais. Antoine César et Edmond ont travaillé sur des tonnes de minerais pour les traiter avec l'électricité. Comment extraire les métaux des minerais. Bon, ça, c'est des choses effectivement qui ne sont pas spectaculaires, hein, c'est pas Einstein, mais c'est quand même important. Et on va voir que c'est important aussi pour l'industrie française. Comme on est dans une chaire sur l'innovation technologique, c'est une question importante justement de voir dans quelle mesure cette physique qui a été un peu décriée ou méprisée, en fait, doit être reconsidérée justement à l'aune de ce que ces applications vont entraîner pour les techniques et l'industrie. Alors, par ailleurs, oui, Antoine César a aussi travaillé, par exemple, sur la protection des coques métalliques des navires contre la corrosion et la galvanoplastie. La galvanoplastie, c'était le procédé qui permet de déposer sur un métal ordinaire, par exemple du cuivre ou de l'étain, une couche d'argent. Et ça a eu un rôle très important dans tout ce qui est l'industrie du luxe. Vous connaissez évidemment la firme Christophe, là,
qui a été un grand succès de l'industrie française au milieu du XIXe siècle, qui exportait dans toute l'Europe ses couverts et toute son argenterie. Ah oui, j'avais quelques citations quand même très révélatrices de Antoine César et Edmond dans leur traité commun. En général, les théories passent, tandis que les faits restent. Ou bien, j'ai évité le plus possible d'introduire des calculs. Et j'ai évité les spéculations stériles. On voit là la revendication d'un style de physique qui est justement tout à fait différent de celui qui a dominé la période précédente, à savoir celui de la physique mathématique. Et pourtant, Antoine César avait fait l'école polytechnique, Becquerel aussi. Enfin, ils auraient pu faire de l'analyse des intégrales, des équations différentielles. Ils savaient faire. Mais en fait, ils ont fait un autre choix de pratique scientifique. Alors, dans le domaine de la diffusion des sciences, l'enseignement et la diffusion de la recherche sont essentiels. Ils étaient donc tous les deux professeurs. Au Muséum d'histoire naturelle, la physique appliquée aux sciences naturelles, j'en ai parlé, la physiologie, ils ont travaillé sur les plantes aussi, même l'électricité dans les corps vivants, la météorologie, l'agriculture, et au Conservatoire des arts et métiers, le cours de physique appliquée aux arts, comme c'est l'intitulé de la chaire, attire un public considérable. J'ai retrouvé ça. C'est la feuille de présence au cours du Conservatoire des arts et métiers de Becquerel en janvier 1855. Becquerel, 672 auditeurs. C'est le top de tous les cours. Alors, c'est un public extrêmement varié. Il y a quelques jeunes scientifiques, mais aussi des industriels, des artisans, des constructeurs d'instruments, et voire des curieux, puisque c'était des cours qui étaient ouverts à tous, comme les cours du Collège de France. Donc ça, c'est l'enseignement. Et en même temps, un laboratoire. C'était un des très bons laboratoires de Paris. Il y avait celui du Muséum, donc là où étaient les deux Becquerel, celui du Conservatoire où était Edmond Becquerel, et puis celui du Collège de France. C'était les trois bons laboratoires de physique à l'époque. Et dans ce laboratoire, Edmond Becquerel a accueilli un grand nombre de jeunes préparateurs, on dirait des assistants aujourd'hui, dont le plus célèbre est Gaston Planté. C'est dans le laboratoire de Becquerel que Gaston Planté a mis au point l'accumulateur au plomb, qui est quand même aussi une découverte assez importante et qui a été tout de suite mise en œuvre. Et il avait même aussi l'utilisation de l'électricité médicale. Le frère d'Edmond, dans la famille Becquerel, il y a beaucoup de scientifiques, Alfred était professeur de médecine à la faculté et c'était un des maîtres de l'électricité médicale, l'électrothérapie. Et les patients venaient se faire soigner, des patients venaient se faire soigner au conservatoire avec des petites machines à induction pour diverses pathologies. C'était encore une application de l'époque. Voilà une photographie du cours de Becquerel au conservatoire. Vous voyez la grande table avec tous les instruments, un projecteur et puis les instruments électriques. Edmond Becquerel est à gauche, photographié à la lumière électrique. Donc ça, c'est l'enseignement. Alors dans cet enseignement, je vais revenir en arrière. Dans cet enseignement, il diffuse énormément les applications de l'électricité, c'est-à-dire le télégraphe, on en a parlé, la galvanoplastie, les machines magnétoélectriques. Mais à la fin du siècle, dans les années 1880, c'est le début de l'électricité industrielle, avec Edison, avec les grandes expositions, les débuts de la dynamo, etc. Becquerel commence à se faire un peu vieux. Et c'est là que la communauté des ingénieurs électriciens réclame la création d'une chaire d'électricité industrielle, qui est effectivement créée peu avant le décès de Becquerel. Lui enseignait quand même essentiellement la physique et l'application de la physique à l'industrie. Alors, par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été membre et président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui est une société qui a été créée en 1801, donc au tout début du siècle, avec Chaptal, Ampère y était aussi, enfin, à la fois des savants et des ingénieurs, des artisans. J'ai sorti par exemple, vous voyez, si vous arrivez à lire, vous avez un fabricant de coffres-forts, un fabricant de chaussures, un fabricant d'instruments de chirurgie, mais vous avez aussi le doyen de la faculté des sciences de Lille, et Gueff, qui est un constructeur d'instruments de physique, qui a construit beaucoup d'instruments électriques
en particulier les instruments pour l'électricité médicale, mais pas que, aussi des galvanomètres, des rhéomètres, etc. Et cette société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui existe toujours, qui est sur la place Saint-Germain, c'est toujours le même bâtiment, et il y a toujours cette bibliothèque avec des archives. Bon, aujourd'hui, elle a un rôle surtout historique, mais se tenaient des réunions qui permettaient, c'est intéressant, justement aux physiciens, aux professeurs de l'université, aux constructeurs d'instruments, aux artisans, aux industriels, voire au personnel administratif et politique, de se réunir et de discuter des questions scientifiques et techniques qui étaient à l'ordre du jour. Et enfin, cette physique appliquée qui était donc et cet intérêt pour les instruments, les physiciens français en fait fabriquaient leurs instruments. À la fin du XIXe siècle, ça devenait un peu rétrograde. En Angleterre, les gens utilisaient surtout des instruments fabriqués par l'industrie. Mais en France, ça a été une tradition qui s'est maintenue jusqu'au début du XXe siècle, que les étudiants en physique, ceux qui faisaient une thèse de physique, devaient construire leur instrument de leurs mains. C'était une valeur de construire de ses mains. Et ce savoir relatif aux instruments, ce contact étroit entre les enseignants, les professeurs et les constructeurs, a eu pour conséquence que l'industrie de précision française a été très florissante pendant un bon demi-siècle. La plupart des collections d'instruments scientifiques des universités à l'étranger, dans le monde entier, comportent des instruments de Dubos, de Chevalier, de Pixii, de Gueff. On retrouve leurs plaques. Donc un grand succès industriel de cet instrument de précision grâce essentiellement justement à cet échange étroit entre les professeurs et les constructeurs. Et là, c'est une gravure qui représente l'atelier de Carpentier, qui en 1881 a repris l'atelier de Ruhmkorff. Bon, Ruhmkorff est connu pour la bobine de Ruhmkorff, mais en fait c'était un constructeur et il avait un atelier très fourni. Et Carpentier, lui, a remis ça, a refait l'atelier. Vous voyez le principe de la mezzanine qui permet de surveiller les ouvriers. Enfin, c'est le début de l'industrialisation de la construction des instruments qui auparavant se faisait dans un cadre beaucoup plus artisanal. On dirait presque une usine classique. Donc j'en viens à ma conclusion. Une première conclusion qui relève plutôt de l'histoire des sciences. Comme je vous l'ai dit, on considère souvent qu'il y a eu un déclin de la physique française après la génération des Laplace, Poisson, Fresnel, Ampère, Fourier, enfin tous les grands noms de l'analyse de la physique mathématique, et qu'il faut attendre Poincaré, Lécurie, Langevin, Duhem, donc l'extrême fin du XIXe siècle, pour retrouver une aura internationale de la physique française, et qu'entre les deux, il ne s'est rien passé, à peu près. Et je crois avoir montré que des physiciens comme Foucault, Fizeau, Becquerel, Victor Regnault, dont on n'a pas parlé, mais qui étaient aussi des tables numériques absolument incroyables, de précision, de quantité expérimentale, donc tous excellents expérimentateurs, excellents concepteurs d'instruments proches de l'industrie, sont restés dans l'ombre. Et je crois qu'on peut réévaluer cet aspect de la physique aujourd'hui. Par exemple, on peut citer le discours de Fizeau aux funérailles de Becquerel, Edmond, en 1891. C'est donc après la physique expérimentale et en s'appuyant sur elle que la physique mathématique doit venir à son tour, donc d'abord la physique expérimentale et ensuite la physique mathématique. Donc la physique mathématique doit venir à son tour appliquer les principes et les ressources de l'analyse pour développer les conséquences des phénomènes observés, mais sans jamais perdre de vue la réalité des choses, sous peine de s'égarer dans de stériles spéculations. Ce terme de stérile spéculation est une espèce de leitmotiv dans ce type de discours. Et une deuxième conclusion, cette fois plutôt du côté de la physique. Je suis complètement partie. Ah ben oui, j'appuie là-dessus. Voilà. Et donc on a vu qu'une communauté scientifique qui se développe, qui commence à prendre place, qui crée ses sociétés savantes, qui crée ses congrès, qui crée ses prix, qui crée sa revue Science, sa revue, etc., a besoin de se créer des pères fondateurs. C'est tout à fait logique, c'est humain. Mais je crois qu'il faut aussi rappeler l'aspect collectif de la création scientifique. L'histoire du PV est une longue histoire, Daniel Linco nous l'a montré. Certes, on peut la faire remonter à Edmond Becquerel, c'est un choix tout à fait raisonnable, mais c'est un choix comme un autre.
et que ce long parcours a impliqué, engagé des physiciens, des ingénieurs, des constructeurs d'instruments, des industriels qui ont joué un rôle absolument essentiel. Donc c'est non pas pour démystifier les grandes figures, mais c'est pour montrer que les grandes figures s'intègrent dans un ensemble beaucoup plus large, je crois. Et pour conclure, cette électricité photochimique de Becquerel, je pense qu'elle serait restée sans doute quelques siècles de plus dans les pages jaunies des comptes rendus de l'Académie des sciences s'il n'y avait pas eu, dans les années 50, l'usage de ces petites choses-là que Daniel a montrées, qui sont très belles. Ça, c'est doré. Pour les satellites, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que Becquerel, le pauvre Becquerel, il serait resté dans l'ombre encore pendant quelques siècles, comme son électricité de mouvement, hein, la plaque qui produit du courant, ou comme l'électricité de pression de son père. Et tous ces phénomènes, j'aurais pu en citer plein d'autres, le cohéreur de Branly, par exemple, Branly, le père de la TSF, des phénomènes qui sont restés dans l'ombre. Restés inexpliqués, c'est leur problème, c'est des phénomènes de physique complexe, de physique des solides, de physique de surface, même encore aujourd'hui, qui posent des problèmes, tout n'est pas expliqué. Et donc, ça marque, c'est beaucoup moins facile à marquer la société avec ce type de phénomène qu'avec E égale MC2 ou des choses beaucoup plus faciles à transmettre. Et enfin, évidemment, le dernier point, c'est le lien entre l'industrie et la science à l'intérieur du laboratoire. Et je crois que de ce point de vue-là, Becquerel a été relativement emblématique. Voilà, je vous remercie.